Une dernière question avant de lancer la deuxième vidéo. Et vous pourrez poser de toute façon ensuite de nouveau donc, les questions. Donc je l'ai dit, ça c'est la deuxième vidéo. Donc autre thématique, thème 2, donc mieux vivre et travailler sur notre territoire. Donc nous allons avoir Bruno Lionas qui va nous parler habitat, Ségolène Guichard qui va parler d'économie, Thomas Mézaros qui va parler enseignement supérieur et jeunesse et Monique Pimonov qui va parler des personnes âgées. On est parti pour un peu moins de 10 minutes. Et questions ensuite. Depuis 2020, c'est la mise en œuvre d'actions concrètes par le Grand Annecy, notamment tous les appuis qui sont mis en place pour le Grand Annecy dans le cadre de l'opération Gécorénov pour aider les propriétaires de logements à rénover énergétiquement leur patrimoine. Ce sont également des aides apportées aux bailleurs sociaux pour produire du logement aidé sur le territoire. Donc concrètement, c'est à peu près 3 millions d'euros qui sont mobilisés chaque année pour aider ces bailleurs sociaux à produire du logement aidé en locatif et en accession. Pour l'opération Gécorénov, actuellement, il y a 300 copropriétés qui sont soutenues, appuyées et conseillées techniquement par le Grand Annecy, ce qui représente à peu près 10 000 logements de potentiel qui pourraient être rénovés énergétiquement. Actuellement, sur ces 300 copropriétés, il y en a une quarantaine qui ont voté effectivement des travaux de rénovation énergétique, ce qui représente à peu près 1600 logements, donc qui vont être effectivement rénovés. Donc un budget de travaux global de 35 millions d'euros et puis 5 millions d'euros qui sont apportés sous forme de subvention par le Grand Annecy. Alors nos premières actions en matière économique, elles se sont portées sur le foncier qui devient une denrée rare dans notre agglomération. Et donc nous avons décidé de réserver le foncier en zone d'activité plutôt à ce qu'on appelle l'économie productive. Pour le reste de l'économie, notamment l'économie de proximité, on considère qu'elle peut tout à fait réintégrer les zones urbaines et on travaille en lien avec la ville pour maintenir ou réinstaller des activités économiques compatibles avec l'habitat en centre-ville, dans les rez-de-chaussée d'immeubles par exemple. Dans les réalisations sur ce plan, on peut citer les délibérations pour la réalisation de baux à construction pour installer des entreprises sur du foncier économique plutôt que la vente, ce qui permet de maîtriser le foncier, de conserver la maîtrise du foncier et de le recycler. Par exemple, quand une entreprise industrielle disparaît, remettre ce foncier à disposition d'une autre entreprise quelques années plus tard. Dans le cadre de ma délégation, il y a plusieurs choses qui ont été mises en œuvre. Tout d'abord, un lien qui a été renforcé avec les acteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du territoire. Alors aussi bien des acteurs de la formation, des acteurs de la recherche, mais aussi des acteurs privés, aussi bien des entreprises qui participent justement au dynamisme du territoire. Alors ça s'est traduit par exemple par la création de certaines chaires, comme la chaire e-Open qui concerne justement la transition numérique des entreprises du territoire en lien avec le monde de l'université, ou encore la chaire développement durable, qui est également une chaire qui est orientée vers la transition, cette fois-ci écologique, des entreprises du territoire. Ça s'est aussi traduit par des rencontres avec la jeunesse qui ont été organisées par le Grand Annecy en lien avec la ville d'Annecy et avec tous les autres acteurs du territoire, de manière à identifier les attentes et les besoins des jeunes du territoire pour leur répondre tout simplement, aussi bien en termes d'orientation, aussi bien pour des formations techniques, pour des formations plus académiques, ou encore tout simplement pour répondre à leurs attentes quotidiennes en termes de mobilité, en termes de logement, en termes d'aide sociale, parce que malheureusement ça fait également partie des sujets qui sont abordés lors de ces rencontres avec les jeunes du territoire. Sur le Grand Annecy, il y a à peu près 100 000 logements. On sait que sur ces 100 000 logements, ils représentent à peu près 31% des consommations énergétiques du territoire et un peu moins d'un tiers des gaz à effet de serre qui sont dégagés sur le territoire. Donc c'est une des priorités du Grand Annecy, massifier la rénovation énergétique sur le Grand Annecy. Après, pour ce qui concerne la construction neuve,
les enjeux du changement climatique qui sont déjà largement pris en compte par la réglementation thermique. Désormais, tous les logements neufs construits doivent respecter la RT 2020. Alors dans les thèmes qui font partie justement de la mise en action du territoire autour de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il y a la rénovation des locaux des bâtiments de l'université Savoie-Mont-Blanc, l'IUT dans un premier temps, mais aussi le bâtiment Polytech, et puis également je pense à l'école supérieure d'art. Alors bien sûr, dès qu'on fait de la rénovation de bâtiments aujourd'hui, on y inclut des normes environnementales extrêmement importantes, de manière à la fois à ce qu'on puisse aller vers cette sobriété énergétique qui aujourd'hui est au cœur de l'actualité, mais aussi faire des bâtiments qui s'adapteront dès leur rénovation aux nouvelles exigences climatiques qui s'imposent. Alors la première chose qui est engagée, c'est qu'en 2022, nous avons effectué un audit patrimonial qui visait à identifier l'état d'ensemble des 11 établissements que nous gérons et qui permet de projeter et de programmer des travaux surtout de remise aux normes qui sont vraiment nécessaires et la limitation des consommations énergétiques puisque justement face au changement climatique, nous avons prévu un programme pluriannuel qui sera élaboré début 2023 suite à cet audit. Après, on prendra des décisions dans ce sens. Ensuite, nous sommes en train d'appliquer la loi Egalim pour la restauration proposée aux personnes âgées. Ça, c'est la loi qui l'impose, c'est très bien. Ensuite, nous sommes à la recherche de nouveaux contenants pour les repas que nous portons à domicile avec notre partenaire de la cuisine centrale d'Annecy, simplement pour limiter les emballages parce que le plastique maintenant c'est terminé, donc il faut qu'on travaille sur les emballages. Le Grand Annecy, dans le cadre de l'élaboration du PLUI, réfléchit d'une part à apaiser le territoire, donc diminuer le volume de construction qui pourra être engagé d'ici une vingtaine d'années, donc à échéance du PLUI. Et puis l'objectif aussi, c'est de mieux construire et de mieux localiser le logement, notamment plus en proximité des équipements et des services, pour préserver notamment les espaces agricoles. Et puis c'est mettre en place des politiques publiques, foncières, financières, d'appui financier, pour que, c'est un objectif ambitieux, mais qu'au moins 50% de la production neuve soit consacrée à du logement aidé, en locatif comme en accession, sur l'ensemble des territoires. On ne le sait pas assez, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont pris un virage de manière assez sidérante. Les grandes entreprises industrielles ont déjà fait leur révolution. Pour les plus petites entreprises, pour les artisans, pour des entreprises qui sont peut-être parfois, alors soit qu'elles soient moins sensibilisées, soit qu'elles aient moins les moyens, le Grand Annecy met en place un bouquet de services à travers son lieu totem qui est Quai 225 pour accompagner les entreprises à la transition environnementale et numérique, parce qu'il y a aussi l'aspect virage numérique qui est à prendre en compte et qui peut aider. On s'associe pour ça à une gouvernance, à des acteurs dans le cadre d'une gouvernance partagée. Alors je citerai en vrac les chambres consulaires, le MEDEF, la CPME, il y a des associations d'entreprises qui vont participer à ça. Le but étant que les acteurs économiques qui ont déjà pris ce virage puissent accompagner les autres à prendre également ce virage avec le soutien du Grand Annecy. Le Grand Annecy s'est toujours intéressé aux personnes âgées puisque c'est une compétence facultative. Donc ça prouve l'intérêt du Grand Annecy par rapport à nos aînés, pour nos aînés. Et puis il faut apprendre à vivre ensemble entre les générations. On part de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc c'est intéressant de pouvoir s'enrichir de nos aînés. C'est un enrichissement intergénérationnel et puis il faut apprendre à vivre suite aux forts défis démographiques
que nous vivons sur notre territoire, donc il faut absolument en tenir compte et améliorer la qualité de vie de nos aînés. Les habitants du territoire sont associés à notre projet à travers l'espace citoyen, mais aussi à travers l'observatoire citoyen. Et ce projet de territoire, nous le menons avec eux. Ce qu'on attend de ce travail avec les habitants, c'est d'entendre leurs attentes pour pouvoir y répondre, mais aussi, c'est l'occasion d'un échange et de pouvoir avoir quelquefois un petit peu de pédagogie sur des sujets qui peuvent être quelquefois un peu plus complexes. Merci beaucoup. Peut-être une question dans la salle? S'il y a des questions, madame. Oui, bonsoir. Je m'appelle Maud Le Foll, j'habite la commune de Villach-Chiéza. Alors, je vois les projets de rénovation qui sont mis en place sur les bâtiments. Et je vois notamment qu'en fait, ça concerne principalement la rénovation énergétique, donc la mise en place d'isolants thermiques sur les bâtiments. Mais par contre, l'enveloppe reste globalement la même. Je ne vois pas de verdure apparaître sur ces bâtiments qui sont rénovés. Je ne vois pas de système qui permet de faire de l'autoconsommation d'énergie, par exemple, donc des panneaux photovoltaïques qui se mettent dessus. On voit également beaucoup de projets nouveaux. Monsieur parlait à Sévrier qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui s'étaient construits. Je les ai vus également. Et ce sont toujours des bâtiments classiques, on va dire, qui sont principalement composés de béton, d'acier, qui sont très émissifs d'un point de vue GES. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans les programmes immobiliers pour voir apparaître de nouveaux matériaux moins émissifs, plus propres? Je vois aussi que les projets sont très rapides, avec des décoffrages de béton très rapides, ce qui fait que ce sont des bétons fortement émissifs qui sont utilisés. Quels sont les cahiers des charges aujourd'hui pour la rénovation énergétique et pour ces nouveaux bâtiments, pour qu'on construise plus propre et pour qu'on puisse espérer moins impacter sur notre environnement? Merci pour la question. Marc Rollin ou Bruno Lionas, peut-être? Lequel des deux? Tous les deux. Voilà, vous avez les charges de l'environnement et de l'habitat. Je vous laisse, messieurs, répondre. Oui, sur votre question intéressante, sur les bâtiments mettre plus de photovoltaïque, évidemment qu'on va travailler dessus, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut aussi, quand on met des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment, il faut déjà regarder la structure, voir si cette structure peut accepter ces panneaux photovoltaïques. S'ils le peuvent, oui, il faut l'encourager. Dans le PLUI, on aura un volet, puisqu'il y a dans le nouveau PLUI qu'on est en train de travailler, il y aura un volet bioclimatique. Et cet aspect-là, évidemment, qu'on travaillera sur un règlement pour inciter, évidemment, tous les bâtiments neufs à construire, à avoir ces panneaux photovoltaïques et produire de l'énergie, évidemment. Donc ça, on l'a bien pris en compte. Pour les entreprises, on a un fonds aussi en aide. Pour les entreprises, notamment, on donne un coup de main pour, généralement, quand il y a des toitures en amiante, on a mis en place un fonds pour donner un coup de main aux entreprises, notamment à aller aux associations aussi, à inciter à mettre des panneaux photovoltaïques. Voilà. On essaye d'éviter les freins, évidemment. On fait tout pour que les maîtres d'ouvrage aillent dans cette transition énergétique qu'on souhaite. Alors, pour ce qui concerne les rénovations et la construction neuve, il ne faut pas oublier que la plupart des bâtiments sont sous maîtrise d'ouvrage privée. Donc nous, Grand Annecy et communes, on peut aider, on peut insister. Je pourrais prendre l'exemple de l'opération Gécorénov où on donne un bonus si les porteurs de projets mettent en œuvre de l'isolation avec des matériaux biosourcés, laine de bois, etc. Donc ça, on essaye d'inciter. Par contre, la maîtrise d'ouvrage reste privée, donc c'est à nous de convaincre les porteurs de projets, les promoteurs. Alors de ce point de vue-là, on réfléchit actuellement sur le Grand Annecy à mettre en place un référentiel promoteur
qui imposera un certain nombre de règles et puis qui pourront être repris dans le règlement du PLUI, aux constructeurs, promoteurs, mais aussi particuliers, pour pouvoir imposer et inciter à la prise en compte d'éléments écologiques dans la construction des logements. Sur le béton, j'entends que c'est pas l'idéal. Le problème, c'est qu'on est confronté quand même à un problème économique et d'équilibre des opérations. Par exemple, sur les opérations de logement locatif aidé qu'on souhaite développer, les opérations d'accession sociale, on est contraint par des contraintes de coûts d'opération qui nous obligent malheureusement, effectivement, à privilégier des solutions qui ne sont pas parfaites. On essaye de développer aussi la construction bois. On va construire une résidence mobilité pour les actifs en construction modulaire bois sur la commune nouvelle, sur Métais, très exactement. On essaye d'impulser, on essaye de structurer aussi la filière bois locale pour utiliser cette ressource locale en construction et puis aussi en utilisation pour du bois énergie. C'est quelque chose qui est en mise en place. Mais je rappelle, je vais quand même faire un petit aparté sur la question des copropriétés. Actuellement, on l'a évoqué, il y a à peu près 300 copropriétés qui sont en travail pour engager des travaux de rénovation thermique. La difficulté, c'est qu'en moyenne, et je me retourne vers les techniciens de l'agglomération qui sont là, entre la première réunion pour décider on va réfléchir à rénover notre immeuble, et puis la réalisation concrète, il se passe souvent, 3-4 ans, oui, voilà. Donc c'est quelque chose, c'est un grand paquebot. Là, on est très content, par exemple, au mois de novembre, on a 12 copropriétés qui ont voté des travaux. Donc il y a eu 12 assemblées générales où des copropriétés ont voté des travaux. Donc les choses se mettent en place, il faut faire de la pédagogie, il faut convaincre les gens. Je voulais quand même répondre à un monsieur tout à l'heure qui a dit que ça avait beaucoup construit sur la rive gauche. Effectivement, il y a eu des constructions sur la rive gauche, liées effectivement à des éléments j'allais dire réglementaires. La loi Allure a supprimé le COS et la surface minimale, donc on a eu beaucoup de projets en densification. En revanche, on souhaite aussi construire, on va moins construire sur la rive gauche, mais on a dû construire sur la rive gauche pour répondre à des besoins en logement. Il n'y a pas de raison que les logements locatifs aidés soient tous concentrés dans la ville-centre ou dans les communes urbaines. On a besoin aussi dans nos communes d'accueillir des jeunes sous conditions de ressources pour pouvoir pour qu'ils puissent y habiter. Donc j'entends, effectivement, il y a des constructions qui sont faites. Et je ne parlerai même pas des obligations que nous impose la loi. Donc la loi SRU, dans les communes de plus de 3500 habitants, c'est-à-dire Saint-Joriot et Sévrier, on est tenu de construire de logements locatifs aidés. Voilà, donc je vous laisse quand même apporter cette précision. Et juste pour terminer, on a bien entendu de garder un coefficient d'espace vert dans les futures constructions et aussi de végétaliser les toitures quand on le peut sur nos communes. Dans le consultation, on avait eu des réponses comme quoi effectivement les élus devaient faire, mais aussi que les entreprises et les citoyens devaient nous aider. Par rapport à ce que vous disiez, mademoiselle, on a aujourd'hui un certain nombre de freins qui viennent des grands Alsaciens, des citoyens, des propriétaires. Concernant par exemple le photovoltaïque, normalement on a aussi les capacités à développer du photovoltaïque, ce qui est important pour nous, puisque dans le schéma directeur des énergies que nous avons voté, c'est le photovoltaïque qui, sur ce territoire, va nous permettre effectivement de pouvoir décliner notre mix énergétique normalement. Il faut savoir qu'il y a certains propriétaires ont fait des recours, puisque une de nos usines assez connues sur le territoire voulait mettre des panneaux photovoltaïques. Donc recours, pour éviter le recours, l'usine a fait un toit végétalisé et malheureusement n'a pas pu effectivement installer des panneaux photovoltaïques. Donc il faut aussi que l'ensemble de nos concitoyens, nos administrés participent à l'évolution de nos territoires. Il ne suffit pas de dire il nous faut, mais sans votre aide, nous ne sommes pas propriétaires de tous les logements. Sans votre aide, on n'y arrivera pas. Autre exemple, on sait que la rénovation énergétique peut être largement facilitée et amoindrir les coûts dans le cadre de la surélévation. Il n'y a pas très longtemps, une copropriétaire me disait que malheureusement, comme le projet n'a pas pu aboutir parce qu'effectivement, il y avait des coûts qui n'étaient pas acceptables malgré toutes les aides de l'État et du Grand Annecy, c'était pour certaines personnes pas supportable et que la solution était la surélévation, mais elle a été refusée
par la personne du dernier étage qui avait acheté son appartement et donc au dernier étage pour ne pas être embêté par des voisins au-dessus. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très concret. Et si nous ne changeons pas nos façons de penser, eh ben, nous avancerons, mais à tout petit pas, Et donc j'invite quand même tout le monde à bien réfléchir. Il ne suffit pas effectivement de répondre dans les questionnaires. Effectivement, je souhaite effectivement être plus d'écologie, préserver notre environnement, mais pour tout ça, on a besoin de tout le monde, des entreprises, mais aussi l'ensemble des copropriétaires qui nous permettront à nous tous de faire des économies. Parce que ça aussi, c'est toujours moins. Vous avez bien tous compris que c'était le moins et le mieux. Et en matière énergétique, pour que nous puissions relever les défis, il va falloir que nous consommions moins 37%. Aujourd'hui, on râle tous parce qu'il faut qu'on soit à moins 10. Donc vous imaginez, dans le schéma directeur des énergies du Grand Annecy que nous avons voté, notre schéma directeur des énergies parle mix énergétique, mais aussi moindre consommation, économiser moins 37% par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui d'ici à 2030. Donc la marge est énorme, le pas est énorme. Donc sans rénovation énergétique, on n'y arrivera pas. Donc j'encourage l'ensemble des syndics que nous avons rencontrés qui sont très proactifs, mais j'engage aussi les propriétaires à bien réfléchir. Il en va de l'avenir de notre territoire et de l'évolution environnementale de notre territoire. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une question ici, madame. Oui. Moi, je voulais parler de l'immobilier. On est en tension dans la région, tout le monde le sait. Je connais beaucoup de jeunes qui travaillent et qui sont obligés de rester vivre chez leurs parents parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Ils voudraient bien partir de chez leurs parents, mais ils ne peuvent pas. Donc la question, c'est tous ces nouveaux travailleurs qui arrivent dans la région parce qu'il y a de l'emploi, où est-ce qu'on les met ? Comment fait-on pour freiner le Airbnb, peut-être, pour que ces logements soient disponibles à des gens qui travaillent sur place ? Comment on fait pour éviter que sur Saint-Joriot, il y a tous les immeubles qui ont été construits, il y a beaucoup de gens qui ont acheté en résidence secondaire. Comment on fait pour que les Suisses, qui eux vont avoir besoin d'1 million de travailleurs d'ici 10 ans, comment on fait pour les obliger à construire plus de logements pour les accueillir eux, et pas que tout soit reporté ici sur la région qui est déjà en très forte tension. Bruno Lyonaz. Alors sur le Airbnb, on va délibérer au mois de décembre pour jeudi, pour encadrer le développement du Airbnb. Il ne s'agit pas de l'interdire, mais de l'encadrer. Donc sans rentrer dans les détails, on va mettre en place un système de quotas pour que désormais le développement quantitatif du Airbnb soit maîtrisé sur le territoire, alors avec des nuances suivant les communes en fonction de l'impact du Airbnb, sur l'accueil des ménages qui sont, entre guillemets, payés en euros. Parce que la problématique, elle est là, hein, sur le territoire, désormais, c'est comment on loge ceux qui sont payés en euros. Donc là, on l'a évoqué tout à l'heure, brièvement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on souhaite que dans le cadre du PLUI, au moins 50% de la construction neuve soit consacrée à des logements locatifs aidés dans toute la gamme, logements sociaux, logements à loyer intermédiaire, et puis une partie aussi en accession à la propriété du type bail réel solidaire, qui permet de sortir des logements en accession à la propriété à des coûts beaucoup moins chers. On est à peu près à 3 500 du mètre carré, alors qu'actuellement sur l'agglo, on est plutôt au minimum à 5 000, voire beaucoup plus dans certaines communes. Donc là, c'est l'objectif. Par contre, ça, c'est des politiques publiques qui vont devoir être mises en œuvre pour soutenir cet objectif. C'est vraisemblablement plus d'argent mis sur la table par les communes et le Grand Annecy pour aider à la sortie de ces opérations. C'est des politiques foncières publiques, c'est de la zone d'aménagement concerté, le type de projet de type pré-BI qui permet de sortir plus de logements. Donc on a l'obligation effectivement de sortir une part minimale de logements, on va dire à prix encadré. Je regardais tout à l'heure les statistiques. On a effectivement une petite problématique de développement du logement en résidence secondaire, donc qui ne profite pas aux actifs locaux du territoire. On a pris 2 points en part de résidence secondaire dans les recensements depuis le début de la décennie. On est désormais à peu près à 8% de résidences secondaires. On était à moins de 6 en 2000. En début 2010. Donc il y a vraiment une problématique de développement qu'on souhaite encadrer. Après, on fait les élus, on fait avec les outils dont on dispose.
D'un point de vue réglementaire et législatif, il y a des gens qui nous disent qu'il faut mettre des quotas, interdire la vente en résidence secondaire. Moi, je vois dans ma commune, à Sevrier, effectivement, on a construit des logements. Pour les logements en accession libre, il y en a une partie qui ont été vendus, effectivement, pour de la résidence secondaire. Mais moi, en tant que maire, je ne peux pas interdire la vente pour de la résidence secondaire. En Suisse, il y a je crois, des quotas par canton. En France, la législation ne nous le permet pas. Donc on fait avec les outils législatifs dont on dispose. On réfléchit, on va le mettre en place, un système d'encadrement du Airbnb. Et puis par rapport à la production de logements, une des difficultés aussi, c'est qu'on a beaucoup d'effets spéculatifs. Moi, je vois dans ma commune, il y a des gens qui ont acheté un logement neuf pour la résidence principale et puis qui surfent sur la spéculation. Ils l'ont acheté à 4 500 et puis 2 ans après, ils le revendent à 6 000. Ils ne payent pas la plus-value parce que c'est une résidence principale. Donc là aussi, à chacun aussi de se responsabiliser par rapport à cette problématique. On a des enjeux importants. Le maire de Sévrier. Voilà. De Sevrier, oui. Sans accent à Sevrier. Pardon, par accent. Et puis pour ce qui est des Suisses, là je laisserai la présidente répondre. Le président Rogers, c'est ça ? Rogers nous a dit qu'ils n'ont pas vocation à exporter leur crise du logement en France. Dont acte, on va voir ce qu'ils vont faire. S'il y avait une question... Voilà, juste monsieur, et puis ensuite on vous posera les questions. Allez-y. Oui, bonsoir. Docteur Vandenabel, référent pour le quartier 7, c'est-à-dire les Hauts d'Anne-Sylvieux. J'ai 2 questions. Une sur le campus qui est sur notre quartier. Vous savez qu'il y a une réfection en cours de la halle des sports du Bray qui est faite par le Grand Annecy. Ma question, je voulais savoir, parce que vous parlez tout le temps des panneaux photovoltaïques, est-ce que finalement il y aura des panneaux photovoltaïques sur la halle des sports du Bray ? Deuxième question, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure à propos des embouteillages autour de la Puya. À une époque, on a parlé de construire un lycée vers Saint-Joriot. Est-ce que c'est tout à fait exclu de façon à supprimer un certain nombre de déplacements vers Annecy ? Bruno, Jonas, peut-être sur le photovoltaïque ? Non. Pardon, je vous en prie. Voilà, excusez-moi. Sur le gymnase de la Halle du Bray, non, ça n'a pas été conçu pour à l'origine, donc ça ne sera pas possible. Mais après, il y aura d'autres opportunités, puisque de toute façon, la loi va être très claire, déjà, notamment sur la partie des grandes surfaces de plus de 3000 m². Maintenant, ça va être une obligation. C'est pareil, on peut prendre l'exemple, par exemple, de Sevrier, sur le Carrefour Market, qui va être complètement rénové. Il y a des ombrières et le Lidl. Donc là, au niveau des supermarchés, c'est là où on a une capacité de mettre du photovoltaïque très rapidement grâce à la loi et notamment sur les parkings des supermarchés qui ont des surfaces énormissimes. Donc c'est là-dessus où on met tous nos espoirs parce que là, par contre, le législateur a travaillé pour nous y aider. Donc par contre, après, sur la deuxième question, je sais, j'ai pas bien... On était sur les... Ah, le lycée à Saint-Joriot. Alors c'est vrai qu'à l'époque, on en avait parlé à Laurent Wauquiez à l'époque, notamment c'était avec Monsieur Béal, il est parti. Donc on en avait discuté, mais aujourd'hui c'est vrai que ce serait une opportunité, puisqu'en fin de compte l'idée d'implanter un lycée sur la rive ouest, alors se pose la question où, est-ce que c'est Saint-Joriot, Faverges, Doussard, où est-ce qu'on va ? Le problème aujourd'hui, c'est que le nombre d'habitants n'est pas et le nombre de collèges, puisqu'il y a des règles. Nombre de collèges, il faut à minima 3 collèges et 30 000 habitants pour pouvoir effectivement installer un lycée. Donc pour l'instant, la réponse est plutôt bottée en touche et plutôt non sur l'implantation actuellement d'un lycée sur la rive ouest, sachant que dans le cadre du PLUI, que nous sommes en train de tous rédiger, il faut savoir que la rive ouest comme la rive est, comme certains territoires plus ruraux de l'agglomération, sont des territoires qui vont être protégés en matière d'urbanisation, notamment autour du lac pour protéger effectivement le lac. Donc ce qui veut dire que les espoirs de voir un lycée, si effectivement on restreint la construction sur les rives du lac, il n'y a pas vocation à aller créer des infrastructures. Par contre, il faudra créer ces infrastructures là où on va mettre le logement dans le cadre du PLU-HMB. Peut-être une dernière question, monsieur, sur le logement. On en reprendra une. Allez-y. Oui.
Donc je m'excuse de vous parler encore des personnes en situation de handicap. Pas de souci. Mais au niveau des nouvelles constructions de logements, je voudrais savoir si les 34 communes appliquent la loi 2019, la loi Elan. Alors là, si vous ne connaissez pas trop, je vais vous dire. La loi Elan, elle prévoit 20% d'accessibilité dans les logements pour les personnes en situation de handicap en fauteuil. La loi du 11 février 2005 prévoyait 100%. Alors Paris, Nantes, Clermont-Ferrand, eux, passent à 100% pour les nouvelles constructions. Que compte faire le Grand Annecy? Il serait peut-être bien de réunir les 34 maires avec des associations de personnes en situation de handicap. Merci à vous. Bruno Lyonaz. Alors, sur l'accessibilité des logements par rapport au handicap ou au vieillissement des populations, effectivement, en construction neuve, en collectif, les promoteurs sont soumis à des obligations, donc qu'ils doivent appliquer, hein, je le rappelle, en termes de largeur de porte, de dimension des toilettes, de mise en place d'ascenseurs à partir de, je crois que c'est 3 étages ou 2 étages, je ne sais plus. 3 étages. Donc ça, c'est mis en œuvre. Parallèlement, le Grand Annecy, dans le cadre de l'opération Géco-Rénov', alors là, on s'adresse plus à du logement existant, apporte des aides financières pour adapter les logements et améliorer leur accessibilité. Alors soit pour des personnes handicapées, soit pour des personnes vieillissantes dont le logement doit être adapté pour favoriser le maintien à domicile. Donc ça, c'est des politiques publiques qu'on prend en compte. Sur l'aspect imposer 100% de logements accessibles, ça pourrait être éventuellement des règles qui pourront être reprises dans le règlement du PLUI, du PLH si vous le souhaitez aussi. Ça ne se rappellera plus le PLH, mais peu importe. Effectivement, ça c'est des normes qu'on peut effectivement mettre en œuvre de manière supplémentaire au-delà de ce que nous impose la loi. Après, je ne vous cache pas qu'il y a des coûts supplémentaires en termes de coûts de construction. On en rediscutera, M. Pontus. Ouais. Bon. On en rediscutera sans problème. Merci beaucoup pour la réponse. Peut-être une des dernières questions, madame. Merci. Bonsoir, Héloïse Guichanduc, annécienne. Alors, dans le cadre de la préservation de l'environnement, on sait tous qu'il faut changer nos modes de vie, nos modes d'habitat peut-être aussi. Et pour ça, il y a des nouveaux projets, enfin, qui ne sont pas si nouveaux, mais d'habitat alternatif, d'habitat léger, qui se cherchent de plus en plus. Et la question que j'aurais, c'est de savoir dans quelle mesure le Grand Annecy accompagne ces projets d'habitat léger qui se veulent bien plus sobres qu'un habitat traditionnel. Merci. Alors, si vous évoquez... C'est votre soirée. C'est ma soirée, oui. Mais là, je vais être cash. Très cash. Si vous évoquez le développement des tiny house... Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça? Plus largement. Alors, pour ce qui est des tiny house, je crois qu'il faut être cohérent. On peut pas... je vois dans ma commune, on est sollicité pour mettre en place des tiny house dans des espaces naturels ou agricoles. Je ne sais pas ce que décideront collectivement les élus dans le cadre du PLUI, mais c'est quelque chose que nous, on ne souhaite pas favoriser. En revanche, dans le cadre des zones urbanisées ou urbanisables, il y a peut-être effectivement des solutions alternatives qui peuvent être mises en œuvre. Mais si c'est pour développer des tiny house au milieu d'espaces agricoles ou d'espaces naturels, ça, c'est pas question, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Parce qu'il faut être cohérent. On ne peut pas dire on protège les espaces naturels et agricoles, et puis de notre côté, favorise des modes d'urbanisation qui vont pénaliser quand même les espaces naturels, la biodiversité, et puis les espaces agricoles. Il y aura aussi des problématiques d'assainissement. On est soumis à cette pression-là, effectivement, des demandes de gens qui veulent... Oui, en plus, ça va compter comme de l'artificialisation. Donc voilà, en zone U urbanisable, pourquoi pas? Encore une fois, dans le cadre en valorisant la construction bois, pourquoi pas? Enfin, ça reste à étudier. Par contre, de mon point de vue, je ne sais pas ce que décideront mes collègues, ce qu'on décidera collectivement, en zone agricole et naturelle, c'est pas possible. Pas pour moi. Merci beaucoup pour cette réponse. Allez, la dernière question. Bonjour. Véronique Camus, intervenante en développement durable agricole et en enseignement agricole.
Alors, je suis ravie de voir que dans les résultats, les jeunes ont été sollicités et ils ont participé activement. Je ressens vraiment une jeune population qui a envie de s'investir dans ce développement durable. Par contre, je m'aperçois justement que dans les programmes, ça n'évolue pas beaucoup, et notamment au moment de la phase d'orientation pour les troisièmes et dans les lycées. Est-ce qu'il n'y aurait pas une action à faire déjà au niveau du Grand Annecy, parce que je suis aussi ravie d'être ici, je suis de Gironde, et de découvrir comment vous travaillez. Pour moi, c'est très riche. Monsieur Jeunesse et Enseignement Supérieur va vous répondre. Bonsoir à tous. Merci pour cette question. Alors effectivement, la jeunesse a été identifiée comme et c'est un peu pour répondre déjà tout de suite à votre question, comme étant un axe privilégié dans le cadre des politiques du Grand Annecy, vous l'avez compris. Et on a évoqué la mobilité, le logement. Effectivement, l'orientation dès la troisième, notamment dans des secteurs qui sont stratégiques, c'est quelque chose qui est revenu déjà dans les rencontres qu'on a pu faire avec un certain nombre de jeunes. Quand je parle de secteur stratégique, c'est pas seulement de l'enseignement supérieur. Comme je l'évoquais dans la vidéo, c'est aussi des domaines qui sont liés à l'évolution de nos mentalités, aux changements qui sont en train de s'opérer dans nos sociétés. On a sur notre territoire un outil qui est magnifique qui s'appelle ISETA, que nous accompagnons dans le cadre du Grand Annecy. Et puis, je ferai le lien quand même avec l'enseignement supérieur, avec la diversification de l'offre de formation sur le territoire, où aujourd'hui, de manière récurrente, on retrouve des formations qui touchent au développement durable, qui touchent aux transitions numériques, environnementales sur le territoire. Donc, toute cette jeunesse-là, elle va trouver, je pense, dans les années qui viennent, on est en train d'y travailler, même s'il y a déjà des offres, mais elle trouvera de plus en plus d'offres qui sont adaptées justement à ces attentes-là. On va vraiment du secteur de l'agriculture et de l'alimentation jusqu'au secteur vraiment de l'ingénierie. Toutes les formations possibles et imaginables, je l'espère, elles seront sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup Thomas Mézard. Monsieur Martin, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, concernant la question et la jeunesse, Thomas a répondu en partie, puisqu'on a ensemble... Nous avons travaillé toute l'année dernière, toute cette année avec des rencontres sur la jeunesse. On était un certain nombre d'élus à s'occuper de ça. Je rappelle que la jeunesse n'est pas une compétence de l'agglomération. La jeunesse, une partie de la jeunesse, puisque la mobilité, l'enseignement supérieur, le logement, ça fait partie de l'agglomération. Mais le reste, l'orientation, l'alternance, l'apprentissage. Mais on a ressenti, surtout après la crise sanitaire, un besoin des jeunes et on s'est aperçu qu'ils se recentraient sur leur territoire, même s'ils font faire des études et des formations ailleurs. Et donc, sur la jeunesse, on a fait une conférence des maires et c'est un travail de l'agglomération et des communes pour savoir comment on travaille sur l'orientation et pour répondre à leurs demandes dans tous les domaines. Et avec les acteurs du territoire, on va travailler. On a fait une réunion dernièrement pour essayer d'engager ça et pour communiquer avec toute la jeunesse. Et pas uniquement les étudiants, mais depuis la troisième jusqu'à les jeunes pour qui ça va bien, mais aussi pour les jeunes qui ont des difficultés. Merci beaucoup. On va conclure là-dessus sur la jeunesse, l'avenir du Grand Annecy. Peut-être, avant de laisser la conclusion à Frédéric Lardet, vous rappeler, pour ceux qui veulent donc continuer à travailler sur ces sujets, s'informer sur ces sujets, il y a 2 outils numériques. Le premier qui est un livre numérique, un IMHutBook, qui est donc disponible sur le site internet du Grand Annecy, et puis une plateforme, alors c'est IMHutBook, pardon, et le second, c'est la plateforme participative du Grand Annecy, jeparticipe.grandannecy.fr. Voilà, vous pouvez continuer à vous informer, à travailler sur ces sujets. Et donc, je vous laisse la parole. Pour terminer rapidement, avant le verre de l'amitié, surtout remercier l'Observatoire citoyen qui nous a permis effectivement d'avoir une mise en lumière de là où on en était et quelles sont les priorités à donner. Il est clair qu'on a un travail à poursuivre. Donc, je tiens à préciser que vous pouvez retrouver l'ensemble des conclusions du travail de l'Observatoire sur le site internet. Nous avons pris la décision cette année de ne pas l'imprimer parce qu'il faut faire
des économies de papier. Donc, par contre, sur la partie Internet, le site Internet du Grand Annecy, vous retrouverez l'ensemble des conclusions sur les 28 objectifs qui ont été analysés. Donc, je vous invite vraiment à le voir. En tout cas, nous, élus, on va effectivement les reprendre un par un. Et certainement, avec l'espace citoyen, et je salue le président qui doit peut-être nous regarder sur Facebook, retravailler un petit peu sur la méthode et effectivement bien suivre quels sont les objectifs qui sont un peu caducs au regard de tout ce qui nous est arrivé au cours des 2-3 dernières années et en ce moment avec la crise énergétique. Peut-être remettre en amont et en visibilité les objectifs qui ne ressortent pas de la compétence du Grand Annecy, mais plutôt interpeller les communes, parce que pour certaines d'entre elles, c'est plutôt nos 34 communes, donc passer le flambeau à nos 34 communes pour voir comment on peut les accompagner, parce qu'on ne parle pas de mutualisation aujourd'hui, mais aussi le rôle du Grand Annecy, c'est de pouvoir aussi accompagner nos 34 communes dans la mise en place de leur politique publique propre. Voilà, donc ça, on y sera très attachés, et donc encore un grand merci. Et puis un mea culpa, parce que je souhaite féliciter l'ensemble des agents du Grand Annecy, Isabelle en particulier, et puis Marc, parce qu'effectivement, je faisais partie des personnes non convaincues par la consultation. Je me disais encore des interrogations, on doit passer à l'action. La consultation, c'est bon, mais maintenant, les gens attendent des politiques publiques, la mise en place, des coups de pioche pour montrer effectivement qu'on passe de la réflexion à l'action. Mais j'avoue que ce qu'on a vu là est assez extraordinaire parce que ça nous permet aussi pour nous, indépendamment aussi des 3800 enquêtes, parce que certains avaient peur, même quand on a commencé, certains consultateurs me disaient, est-ce que si on n'en a que 100, est-ce que ça va être objectif? Comment vous prendrez en compte les avis des citoyens s'il y a très peu de réponses? Et bien là, on ne peut que prendre en compte les réponses, puisque 3800, c'est énormissime. Donc bien évidemment, on va les scruter une par une pour effectivement reprioriser. C'est là qu'on passera le bébé à l'espace citoyen et à l'observatoire pour dire comment on met en lien la consultation qui est une véritable réussite et je vous remercie. Je suis maintenant convaincue, Marc, et donc je vais payer la moitié de la note avec toi pour, du coup, voilà. Et je vous remercie en tout cas toutes et tous d'avoir passé la soirée avec nous et on reste à votre disposition tous les jours, bien évidemment, au Grand Annecy pour assurer votre avenir. À bientôt. Merci.